invités d'avoir accepté de venir. Ils vont nous donner un panorama mondial de la situation des villes et des territoires face à l'urgence climatique. Nous avons fait ce choix car Agora est une biennale internationale, ils y ont donc toute leur place, évidemment. C'est au point d'ailleurs que Agora fait des petits. Le Maroc va organiser un Agora Maroc en mars 2018. Cette dimension internationale est évidente, pas seulement parce que les grands paquebots sont là pour nous rappeler Venise et une autre biennale internationale d'architecture, mais on sent que l'attractivité du patrimoine est la même dans ces deux villes et que des biennales qui réfléchissent sur ce qu'est la ville aujourd'hui, ce qu'elle peut devenir demain, ont toute leur place. Alors, notre thème aujourd'hui, le paysage, choisi par le commissaire général Basmet. Eh bien, la question climatique, de façon évidente, était à interroger sur cette question du paysage, car le dérèglement climatique est aujourd'hui inéluctable, on va en parler, et il va changer les paysages malgré nous ou avec nous. Et ce que nous allons voir, c'est que avec les autorités publiques locales, avec les maires, avec les gouverneurs de territoire, les choses, en effet, peuvent changer pour les territoires, mais nos paysages vont changer, évidemment, et nous allons débattre maintenant de la façon dont ça va se faire dans cette perspective avec ces invités qui viennent des quatre coins du monde. J'animerai ce débat avec mon confrère Philippe Trétiac, qui est ici même, et à qui je passe tout de suite la parole pour commencer. Merci Rémi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce débat avait été intitulé à un moment avant le déluge ou en attendant le déluge. Vous savez qu'il existe une expression française bien connue qui est « après moi le déluge ». Et il semblerait, par chance, que cette pratique gouvernementale heureusement aujourd'hui dépassée, ne soit vraiment plus du tout d'actualité. Les gouvernants, semble-t-il, ont tous compris que la question climatique était une question cruciale, que l'avenir était entre nos mains aujourd'hui et que il était maintenant impossible de penser les choses dans un court terme. Et c'est donc ce que l'on va voir tous ensemble. S'il avait fallu trouver des raisons d'animer ce débat, hélas, l'actualité récente nous en a fourni des quantités, vous le savez tous comme moi, ouragans en série, tremblements de terre, on pourrait rajouter à ça les sécheresses, les incendies. Nous passons notre temps maintenant à être en permanence confrontés au dérèglement climatique dans ce qu'il y a de pire. Alors la question évidemment que nous allons poser à nos invités, et évidemment je les remercie d'être présents, remercie d'avoir accepté l'invitation et d'Agora et du maire de Bordeaux et président de la métropole, d'être autour de nous, tous ici, parce que on est confronté à une chose tout à fait surprenante, c'est que quand bien même nos villes seraient toutes différentes, nos climats, nos régions toutes différentes, nous sommes, et c'est à la fois effrayant et peut-être en même temps exaltant, nous sommes tous soumis à la même menace, et dans un certain sens, nous devons tous y répondre ensemble. Donc la question qui sera posée aujourd'hui, c'est de savoir comment, dans chacune de ces villes, chacun de ces territoires, comment l'urgence climatique se fait jour, quelles sont les menaces qui pèsent sur les villes, et ensuite nous verrons peut-être quelles méthodes les uns et les autres ont trouvées pour y faire face, et comment nous pourrions peut-être, les uns et les autres, en tirer des enseignements, en avoir un enseignement partagé. Alors, comme l'a dit Rémi Cambeau à ma droite, nous attendons deux invités qui ne sont pas encore là. Une représentante du comité d'aménagement urbain de Saint-Pétersbourg, j'espère qu'elle va arriver. Et également André Sortis, qui est adjoint au maire de Bogota. Bogota, année France-Colombie oblige. Donc on serait vraiment content de l'avoir parmi nous. Nous espérons qu'il sera bientôt là. Je vais donc présenter les invités qui sont autour de moi. À ma gauche, à votre droite, monsieur le maire de Bilbao, Juan Mari Aburto. Donc merci beaucoup d'être présent. Nous allons revenir très vite sur justement le fameux effet Bilbao et est-ce qu'il peut encore servir à quelque chose dans le dérèglement climatique.
À votre gauche, Monsieur le maire, nous avons alors Rémi. Pardon, Monsieur le ministre Nabil Ben Abdallah, Mohamed Nabil Ben Abdallah, chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville du Royaume du Maroc. Merci, Monsieur le ministre, d'être ici. Je l'ai dit tout à l'heure, vous allez porter un agora. La volonté du roi a fait que agora se décline dans votre pays l'année prochaine. Merci également à Monsieur le maire de Bamako, Adama Sangaré, d'être avec nous. Et puis, au délégué du gouvernement du Cameroun pour la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Ndometone. Merci beaucoup d'être avec nous également. Et merci à Alain Juppé de nous assister de ses augures et puis surtout de nous amener son regard sur Bordeaux et son avenir dans le cadre de ce débat. Monsieur Ramarao a été présenté. Oui. Donc, comme oui, il me semble, nous avons peut-être. Il faut que je présente également donc Monsieur Ramarao, Monsieur Ramarao, qui est ministre de l'administration municipale, du développement urbain, de l'industrie du gouvernement de Telangana. État, nous avons parlé tout à l'heure, récemment créé en Inde. Nous reviendrons peut-être un instant sur cette question précise. Mais je voudrais, pour commencer la discussion, m'adresser donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au maire de Bilbao. Et je voulais vous poser une question, monsieur le maire, très simple. C'est l'effet Bilbao, vous le savez comme moi, a été une réussite mondiale. Maintenant, dans le monde entier, quand on envisage de créer un grand bâtiment spectaculaire d'architecture, on espère, on imagine que derrière, ça va entraîner tout un développement économique, le sauvetage d'une région, etc., etc. Ça fait un certain temps que tout cela est passé. Aujourd'hui, est-ce que votre ville, qui a été comme ça mise sous les feux de l'actualité dans tout ce qu'elle avait de meilleur, est-ce qu'aujourd'hui elle est adaptée pour résister justement au changement climatique? Parce qu'on peut imaginer qu'un bon bâtiment d'architecture, là, ça ne suffira pas. Et donc, je vous pose la question, quels sont les problèmes qui sont les vôtres dans cette perspective du changement climatique? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous prendre la parole pour nous expliquer cela? El efecto Guggenheim es un efecto efectivamente que produjo un cambio, ¿no?, de alguna manera en Bilbao, un cambio sustancial. Bilbao, una ciudad industrial, y a partir de aquel momento Bilbao se va transformando en una nueva ciudad, ¿no?, con unas tasas de paro en aquel momento del entorno del 27%, y en Bilbao decidimos que para salir de aquella situación teníamos que cambiar nuestro modelo y decidimos hacer un museo, ¿no? Esto trajo muchas consecuencias y a partir de ahí se inició el cambio de Bilbao. Pero en Bilbao teníamos un problema también de una contaminación enorme, fruto de una industria que estaba prácticamente en el centro de la ciudad y fruto de una ría que estaba enormemente contaminada, ¿no? Y en Bilbao también decidimos que ese cambio tenía que verse reflejado en la ría de Bilbao, ¿no? La ría de Bilbao, que hace 30 años era una cloaca industrial, era un lugar en el que no había ningún tipo de vida, era un lugar en el que era difícil pasear junto a la ría porque el olor no era agradable. Hoy día se ha convertido en un espacio amable para la ciudad, en un espacio donde podemos pescar, en un espacio donde hacemos pruebas deportivas, y Bilbao, que estaba de espaldas a la ría, mira a la ría, y queremos convertir nuestra ría en un eje principal de actividad. Y con respecto al cambio climático y a las consecuencias del cambio climático, a mí sí me gustaría trasladar la perspectiva de que el cambio climático es una cuestión global, es un problema global y tenemos que visualizarlo desde ese punto de vista, pero sin perder de vista que las ciudades somos responsables de lo que está ocurriendo, ¿no? Aproximadamente el 50% de la población mundial hoy día vive en las ciudades. Para 2050 será el 75%, 3/4 de la población mundial vivirá en las ciudades, y las ciudades hoy día ya son consumidoras de las 3/4 partes de la energía que consumimos y son responsables de las 3/4 partes de las emisiones de CO2. Por lo tanto, las ciudades tenemos que tener un papel especial, tenemos que contribuir de manera decidida a la lucha contra el cambio climático, ¿no?, que se incardina en esa lucha por la sostenibilidad basada en 3 aspectos diferentes, como son la sostenibilidad económica,
la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. Y en concreto, descendiendo, ¿no?, a lo que ocurre en Bilbao, tenemos un riesgo concreto, que es el de la ría, precisamente, ¿no?, el de la inundabilidad de la ría, ¿no? Bilbao, en el año 83, sufrimos unas inundaciones dramáticas, trágicas, con cerca de 40 muertos en aquel momento y con una ciudad que quedó devastada por las inundaciones, ¿no? Por lo tanto, la subida del nivel del mar es una preocupación muy concreta que tenemos y estamos tomando decisiones, ¿no?, para prevenir esos riesgos, ¿no? Y la decisión más importante que estamos tomando en estos momentos es que vamos a abrir un canal en la ría, un canal convirtiendo una parte de una península que hoy día hay en Bilbao en una isla, y esta obra va a suponer que el nivel de la ría va a descender en torno a los 80 centímetros, y de esta manera vamos a conseguir tres cosas, ¿no? En primer lugar, que en las inundaciones de retorno a 10 años los daños que se produzcan vayan a ser mínimos, y que reduzcamos el riesgo de las inundaciones de retorno a 100 años en un 60% y de las inundaciones de retorno a 500 años en un 30%, ¿no? Esta quizá es en estos momentos la cuestión más importante que estamos trabajando y más novedosa que estamos trabajando en Bilbao en el entorno de nuestra ría. No quiero extenderme más, luego si es caso podremos ir hablando de algunas otras cuestiones. Donc, si je me peux me permettre de relancer un instant, votre risque principal à Bilbao, c'est un problème d'inondation. Sí, en estos momentos el mayor riesgo que tenemos con respecto a las consecuencias derivadas del cambio climático es el riesgo de inundabilidad, porque la ría de Bilbao, igual que pasa en Burdeos, es un eje transversal de la ciudad, discurre a lo largo de la ciudad, y el mayor riesgo, el riesgo más concreto que podemos tener, evidentemente, es las inundaciones. Podríamos hablar también de otras cuestiones como el calentamiento global, etcétera, que son cuestiones ya más globales, pero yendo a la cuestión más concreta sería esa. Alors, je crois que vient de nous rejoindre sur le plateau Monsieur Andrés Ortiz. C'est bien ça? Bon, nous sommes ravis de vous voir. Et puisque donc nous sommes dans le cadre de l'année France-Colombie, qu'il y a une exposition sur la ville justement de Bogota, où vous prenez acte d'être en 2030 ou 2038, je me souviens plus, 2038 peut-être, hein, l'une des villes phares et modèle même du monde, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les problèmes de la ville de Bogota, les problèmes liés au climat, au changement climatique, au réchauffement, ou est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Los invito a la exposición de Bogotá, que se inauguró hoy, está muy completa. Bogotá tiene unas particularidades especiales en el tema cambio climático. Como estamos en el trópico, pues nuestra geografía es la que nos marca el clima. Bogotá, como ustedes saben, está a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, y esto nos pone en una situación privilegiada en cuanto a clima y temperatura. Una ciudad que durante los 365 días del año tiene una temperatura promedio de 16 grados centígrados. Segundo privilegio que tiene Bogotá es que, a pesar de estar en esta altitud de 2.600 metros, tiene agua potable que le llega por gravedad de uno de los páramos, o el páramo más grande del mundo, que es una fábrica de agua a 3.500 y 4.000 metros de altura, para una ciudad-región que hoy en día tiene 9,5 millones de habitantes. Y una generación de energía basada en hidroeléctricas, lo que hace que es una generación de energía bastante limpia dentro de las posibilidades. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos de Bogotá dentro del cambio climático? El primer gran reto de Bogotá es dónde y cómo hacer la ciudad, porque sí tenemos una tasa de crecimiento que, aunque ha reducido, sigue siendo importante. Bogotá está creciendo promedio 132.000 habitantes año, y esto, sumado a la disminución del tamaño de los hogares,
que estamos en 3.2 personas por hogar, pero vamos bajando y a 2050 estaremos en 2.3 habitantes por hogar. Este reto se nos vuelve que Bogotá tendrá en 33 años la necesidad de construir 2.8 millones de viviendas, que es básicamente duplicar la ciudad actual. Entonces, desde el punto de vista de cambio climático, el gran reto de Bogotá es cómo hacer, dónde crecer de una manera cercana, compacta, en alta densidad, atendida por transporte público masivo, porque el hecho de tener esta temperatura hace que, distinto a muchísimas ciudades del mundo, que su gran consumo de energía es en aire acondicionado o en calefacción, en Bogotá el reto principal en consumo de energía es el transporte público masivo, que representa el 58% del consumo de energía de la ciudad, debido a que la temperatura, como les decía, funciona perfecto con una arquitectura adecuada. En cuanto al segundo riesgo, que es inundaciones, acabamos de terminar una obra, Bogotá, en compañía del Banco Mundial, donde el cauce del río Bogotá se multiplicó por 2 en su capacidad, el ancho se amplió de 30 a 60 metros, y un río que era de 100 metros cúbicos por segundo pasó a 200 metros cúbicos por segundo, lo que nos da, según los estudios del Banco Mundial, un blindaje para 500 años, para el aguacero, la gran torrente de los 500 años. Entonces, insisto, para el caso nuestro, el gran reto para el cambio climático es lograr algo que es posible para Bogotá, y es ser la ciudad del mundo con menor consumo de energía per cápita, y tener una ciudad que hoy genera 10.6 millones de toneladas año de CO2, que para 9.5 millones de habitantes es bastante moderado, seguir bajando este indicativo, haciendo una transformación en el transporte público masivo. J'en profite pour saluer l'arrivée sur ce plateau de Madame Larissa Kanounikova de Saint-Pétersbourg. Je vous passerai bientôt la parole, mais avant je voulais poser une question à Monsieur Ortiz. Dans de très nombreuses villes, le fait d'avoir développé l'architecture, d'avoir construit énormément de logements, a élevé le niveau de la température et ça pose des problèmes. Dans le cas de Bogota, c'est l'inverse. Vous me direz si je me trompe, mais je crois qu'on disait qu'autrefois Bogota c'était chocolat chaud et manteau, quelque chose comme ça. Non, c'était une ville où il faisait très froid. Et finalement, dans un certain sens, ça s'est plutôt amélioré pour vous. Eso es cierto, la ciudad ha cambiado. Por eso nuestras áreas, nuestro crecimiento, antes de hablar de nuestras áreas, tiene que estar basado en un equilibrio fundamental. Un equilibrio donde haya renovación urbana de zonas en desuso o en deterioro muy bien localizadas, pero donde la infraestructura lo permite y donde sobre todo el espacio público existente lo permite, o se pueda generar nuevo espacio público. Pero ante el reto tan grande, esto tiene que ir equilibrado con una expansión densa, cercana y atendida por transporte público, pero con unos índices de espacio público y verde muy distintos. Lo que estamos planteando es, a pesar de que la ciudad existente tiene 4.4 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante, todas las zonas nuevas las estamos desarrollando con 14 metros cúbicos de espacio público por habitante, para ir mejorando el estándar de verde y el estándar de espacio público. Y lo otro que estamos trabajando es que creemos que es necesario vincular el espacio público y las áreas protegidas ambientales urbanas. Creemos que en Colombia tenemos que dar el paso hacia entender que, a pesar de que ya la población colombiana, el 78% de la población vive en ciudades, a pesar de esto, dado el tamaño del país, las ciudades colombianas todas sumadas ocupan solo el 0,5% del territorio. El 99,5% son áreas de agricultura, áreas verdes, áreas de bosques. Entonces, en ese 0,5%, las zonas protegidas creemos se tienen que ver con un carácter urbano, para que sean al servicio de la sociedad, para que la ciudadanía las disfrute, las utilice y vayan integradas a la estructura de espacio público, y sea para que la gente conozca y disfrute esta infraestructura verde.
Je vous pose une dernière rapide question, qui est une question presque polémique. Pendant un moment, quand on parlait de votre pays, on parlait de Medellín. On parlait sans cesse de Medellín. Medellín qui avait été sauvé par ses téléphériques, son architecture, etc. Est-ce que, aujourd'hui, on voit soudain Bogota redevenir en pleine actualité. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les villes ou est-ce qu'il y a un travail commun? Trabajamos juntas, pero adicional a trabajar juntas, yo creo que eso es sano para un país, que las ciudades tengan una positiva competencia, porque si es una competencia por objetivos de ciudad, por objetivos ambientales, por objetivos de sostenibilidad, bienvenido a esa competencia. Bogotá tuvo un auge en el año 99, 2000, 2001, tuvo un decaimiento y tiene que retomar ese posicionamiento como una ciudad amigable, sostenible y una ciudad que tiene futuro. Merci beaucoup. Madame Larisa Kalounikova, merci d'abord d'être ici avec nous. Je vous répète la question que nous avons exposée au début. Ce que nous aimerions savoir les uns et les autres, c'est pour chacune des villes ici présentes et représentées, quelles sont les menaces que fait peser sur vous le changement climatique, et ensuite peut-être de voir en quelle mesure vous y faites face et de quelle manière. Mais donc, première question, c'est celle-ci, c'est quelles menaces pèsent sur la ville de Saint-Pétersbourg du point de vue du changement climatique? Je pense qu'il y a peut-être un micro sur votre... non, entre vous. Bon. Non, il doit être éteint. Non, il marche. Il faut juste appuyer sur... Voilà. Я хочу поприветствовать всех от имени Санкт-Петербурга. Мы очень рады вас видеть. Спасибо за приглашение. И для Санкт-Петербурга очень большое значение имеет изменение климата, потому что наш когда-то город начинался, было 111 островов, сейчас у нас 33 острова, и Санкт-Петербург, конечно, очень сильно влияет от наводнений, от тех вопросов, которые сегодня возникают в рамках изменения климата. И для нас это очень актуально, и я бы сказала, даже жизни так необходимо. Поэтому правительство большое уделяет этому внимание, и у нас несколько лет назад была построена дамба, которая сегодня регулирует подъем воды в Финском заливе. Это очень ощутимо, и при необходимости регулирования уровня воды город сегодня обезопасен в рамках наводнений. Но, с другой стороны, у нас есть и плюсы, у нас теперь тепло, у нас есть теперь большой период теплого времени, и Санкт-Петербург от этого только выигрывает, особенно наши сады и парки, открытые пространства. Очень много у нас теперь туристов, не только в рамках, чтобы увидеть историческое наследие, но и в то же время посмотреть на ту замечательную природу, которая сегодня, в общем-то, у нас в большом количестве. И поэтому та большая программа, которая сегодня формируется в рамках улучшения экологии, плюс те транспортные вопросы, которые сегодня решаются, а это вывод большого транспорта из центра города, и у нас уже построены скоростные магистрали, которые обводят город, а транспорт выводят. Плюс у нас довольно активно развивается речной транспорт, и все вопросы, которые связаны с экологией, увеличение озелененных территорий, улучшение экологической составляющей, и плюс, конечно, то, что сегодня уровень воды теперь не влияет на жизнь города, это довольно для нас важно, и как представитель правительства города мы как раз, хочу сказать, это наш блок, и мы стараемся, чтобы в дальнейшем эти проблемы решались только в позитивном направлении. Vous voulez dire que l'action principale qui a été menée contre les inondations, ça a été justement d'installer un barrage pour réguler le cours du fleuve. Il n'y a pas d'autres mesures de type, on parle de ville éponge, de manière de, je ne sais pas où, c'est une ville de canaux, donc je pense qu'il y a peut-être aussi une façon de drainer l'eau d'une autre manière.
Vous avez compris ce que j'ai... Non, ça ne marche pas? Pour être sur le... Les aléas techniques. Тогда прошу повторить вопрос. Oui, alors je vais répéter ma question. Oui, je disais que simplement, il semblerait, dans ce que vous nous avez dit, que la mesure principale qui avait été menée donc à Saint-Pétersbourg, c'était l'installation d'un barrage pour réguler les crues, le cours du fleuve. Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives au niveau des canaux de la ville, par exemple, rendre la ville plus... Je ne sais pas, on parle de ville-éponge, on parle de choses comme ça, de façon de capter l'eau de manière peut-être moins brutale qu'un barrage. Est-ce qu'il y a des initiatives plus locales pour lutter contre ces inondations? Ну, во-первых, я скажу, что у нас этот вопрос давно уже решен. Мы не сбрасываем в Неву сточные воды, и это все у нас давно канализировано. У нас очень хорошие очистные сооружения, и в этом проблемы у нас нету. У нас сейчас возникают некоторые проблемы в рамках экологии, так как мы намываем сейчас территорию Санкт-Петербурга, наверное, вы знаете, у нас очень большие территории намыва на Васильевском острове. И тут, конечно, некоторые вопросы с проблемами экологии возникают. Но в рамках этого они все решаемы, и мы надеемся, что это сильно не повлияет на экологию Финского залива, так как все вопросы, которые были в рамках намывных территорий, они продуманы и, в общем-то, сегодня уже опробированы во многих других странах. А то, что касается водопровода и канализации, это еще было давно решено, еще в прошлом веке, можно так сказать, поэтому проблем с этим в Санкт-Петербурге нет. Vous parliez du fait que le réchauffement climatique, enfin l'élévation de la température était plutôt une bonne chose à Saint-Pétersbourg. Votre pays a connu des incendies absolument terribles, donc il y a aussi des problèmes maintenant. Inversement, des risques de sécheresse aussi. Ну, так как Санкт-Петербург стоит на болоте, и у нас очень много островов, и климат такой очень сильно важный, я думаю, в ближайшее время нам засуха не страшна. Pas de problème. Bon, tant mieux. Non problème. Tant mieux. Alors, ce n'est pas le cas de votre voisin, Monsieur Ramarao, dont je sais que votre État, qui lui, alors là, a souffert à la fois de sécheresse, mais aussi de très graves inondations, je crois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous décrire un peu l'état de la situation justement climatique de votre État? Well, you are right that Telangana state is prone towards drought, but there are no floods because it is in Deccan Plateau and the city of Hyderabad is at 1500 feet high. So in the climate change, we are lucky that we are not a coastal city. But as far as the drought-prone area of Telangana is concerned, we have taken an aggressive plan to restore our water tanks, where we have 46,000 water tanks which are naturally water is stored after the rain and doesn't go into the rivers and into the sea. So that with that the whole area groundwater is high. So we have an aggressive plan to restore that water bodies of 46,000 with the investment of about $4 billion in the next 5 years. And with that we also have an additional program of greening Telangana. We are planting roughly 40 million plants every year in Telangana to green it to level of 33% of forest in next 20 years. And as far as Hyderabad city is concerned, there are several measures we are taking on public transport to in future to meet the demand of reducing the CO2s through automobiles. We have a plan to increase our metro by 430 kilometers. Now we are working on 76 kilometers. And as we go, India has already committed to convert entire transport into electric in 20-30 years. So in the similar way, the city of Hyderabad and state of Telangana is planning to go for electric vehicles in the coming 2 decades. So these are some measures with which we would like to kind of counter the possible climate change effects.
on s'aperçoit quand on écoute les interventions des uns et des autres qu'il semblerait qu'il y ait quand même deux grands axes à chaque fois, qui soient les reconquêtes des fleuves et leur maîtrise. On a vu ça ici, on en parlera certainement. Et également tout ce qui est transport public, c'est-à-dire le développement des transports. On a l'impression que la question des flux est absolument cruciale. Je pense que peut-être Rémi, si je te passe la parole. Pour poursuivre. Oui, je voudrais qu'on continue, en effet, en interrogeant nos invités venus d'Afrique. Si on a souhaité vous interroger spécifiquement, c'est parce que, selon moi, c'est un regard de journaliste qui vaut ce qu'il vaut, mais l'Afrique est vraiment un continent exceptionnel et qui est dans une situation exceptionnelle dans le monde aujourd'hui. Nos confrères du Monde... ce n'est pas un jeu de mots, pardon, du journal Le Monde, en ont fait une belle démonstration cet été avec 28 reportages dans 28 villes africaines. Et je vous y renvoie, c'est toujours accessible. Et pourquoi ? L'Afrique est exceptionnelle d'abord parce qu'elle a un potentiel économique exceptionnel. C'est les grands cabinets de conseil mondiaux qui le disent. Le cabinet Euler Hermès l'a dit encore récemment. Un exceptionnel potentiel économique. L'Afrique est exceptionnelle également parce qu'elle est engagée dans une dynamique qui se manifeste notamment par une croissance démographique, mais qui dépasse en rapidité, en rythme, celle qu'ont pu connaître tous les autres pays de la planète. La population urbaine va doubler d'ici 2035 pour arriver à 1 milliard d'habitants, alors qu'elle vient déjà de doubler dans les 20 années qui nous ont précédés, et l'Afrique va connaître ce que nous avons connu, ce que d'autres pays ont connu, nous il y a longtemps, d'autres pays plus récemment, c'est-à-dire que la population urbaine va être plus importante que la population rurale. Donc un afflux considérable dans les villes, on en parlera plus précisément, notamment avec Douala bien entendu. Et puis l'Afrique est exceptionnelle parce qu'elle subit, du point de vue climatique, alors vous me direz ce que vous en pensez, mais un paradoxe. C'est le continent, du monde qui a été le plus frappé par les intempéries en 2015. Ça, c'est ce que dit le dernier indice du risque climatique qui a été communiqué pendant la dernière COP22, qui se tenait à Marrakech, au Maroc, en novembre l'année dernière. L'Afrique est à la fois le continent le plus touché, mais en même temps, c'est le pays qui contribue le moins, le continent qui contribue le moins aux gaz à effet de serre, qui émet le moins de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est une série de situations qui font que je me tourne vers vous, messieurs. Peut-être vous d'abord, monsieur le ministre du Royaume chérifien, puisque vous êtes en charge de toutes ces questions, l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Tout d'abord, comment évaluez-vous les risques qui pèsent sur le pays ? Écoutez, j'aimerais confirmer d'abord ce que vous dites par rapport aux défis qui se posent au continent africain. Et il est bon d'avoir une représentation plurielle à ce niveau, puisque les défis ne sont pas forcément les mêmes. Tout à fait. Lorsqu'on parle de l'Afrique du Nord, du Maroc en particulier, ou lorsqu'on parle du Cameroun ou du Mali ou d'autres pays africains. Mais j'aimerais confirmer qu'effectivement, nous sommes sur le continent par excellence de la croissance urbaine, de la future croissance économique, mais également des plus grands défis qui se posent en termes de risques aujourd'hui, et c'est le continent de toutes les mutations. Nous le vivons pleinement également au Maroc, et les risques auxquels nous sommes confrontés sont des risques liés à une urbanisation rapide, très rapide même, puisque nous sommes à quelque chose comme 65% de la population qui est urbaine aujourd'hui, voire même si on doit compter les périphéries des villes, nous sommes pratiquement aux 2/3 de la population qui vit dans les villes et dans leurs périphéries, et nous allons probablement nous orienter dans les 10 prochaines années vers 75% de cette population. Nous sommes également un pays, je pense que vous le connaissez un peu, qui est très tourné vers le littoral. C'est une progression qui a été scalée et qui fait que l'essentiel de nos villes sont situées d'abord sur l'Atlantique et partiellement sur la Méditerranée. Très peu de villes sont vers l'intérieur et accueillent des populations importantes. C'est également un défi important en matière d'armature urbaine. Comment rééquilibrer
tout cela. Et de ce fait, aujourd'hui, nous subissons également de plein fouet un certain nombre de changements qui s'opèrent à l'échelle mondiale, puisque nous sommes touchés par des processus d'inondation, nous sommes touchés de plus en plus malheureusement par des processus de sécheresse, bien qu'il ait correctement plu cette année, par exemple, je peux vous dire que d'ici à fin septembre, certaines régions peuvent se retrouver en stress hydrique, et voire même certaines populations rurales peuvent se retrouver en difficulté par rapport à l'alimentation en eau potable, et que nous devons faire des efforts énormes de ce point de vue. Et nous sommes également une zone sismique. Le Maroc est soumis à des tremblements de terre assez fréquents, et avec la montée du niveau des eaux, eh bien, nous pouvons également être victimes de tsunamis, à Dieu ne plaise. En outre, reparlons d'Afrique pour dire que le Maroc est un pays qui aujourd'hui subit de plein fouet le processus migratoire. Nous ne sommes plus juste un pays de transit, mais nous devenons de plus en plus un pays d'accueil de ces populations, et nous avons plusieurs centaines de milliers de nos frères africains qui viennent de différents pays, qui vivent aujourd'hui au Maroc et qui s'y installent. Et donc ce sont de nouveaux défis qui sont posés, et qui sont posés notamment à nos villes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos politiques publiques sont profondément impactées par ces différents défis. Et d'ailleurs, j'aimerais situer l'action du Maroc dans cette perspective dressée par Sa Majesté, à savoir de se tourner résolument vers l'Afrique. Nos solutions ne sont plus uniquement des solutions nationales, mais nous essayons aujourd'hui d'être champions en matière de coopération africaine, de coopération sud-sud, et nous y allons frontalement dans les différents domaines. Et massivement, si j'ai bien compris. Alors, on va en reparler, si vous le voulez bien, de façon concrète, après avoir entendu des représentants donc d'Afrique subsaharienne nous parler de la façon dont ils sont, eux, confrontés à ces questions climatiques. Puis vous reviendrez, Monsieur le Ministre, nous dire comment des coopérations peuvent se tisser dans le deuxième temps du débat. Je ne sais pas si vous avez un micro, Monsieur Sangaré, oui, Adama Sangaré. Alors, comment se pose chez vous cette question comment évaluez-vous donc l'impact de l'instabilité climatique sur ces nouveaux défis? Au premier chef, évidemment, l'afflux de population. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier le maire de Bordeaux et l'ensemble de l'organisation, parce que chaque fois que Bamako se retrouve à cette biennale, nous avons des idées nouvelles, nous avons des pensées nouvelles qui vont dans le sens du confort de nos populations, parce que c'est aujourd'hui, peut-être en Afrique noire, comme le problème est devenu percutant, qu'on se rend compte que le réchauffement climatique devient une réalité. Je pense qu'en 1973, déjà il y a 40 ans, le Mali a connu les effets du premier réchauffement climatique. À ce niveau, n'oubliez pas que les 2 tiers du Mali sont au sud du Sahara. Donc, le tiers qui est là, le désert est en train de gagner petit à petit. Et cela fait 40 ans que le Mali a déjà commencé à subir les effets. Ce que M. le ministre est en train de dire, effectivement, je pense que le mot n'est pas fort. Cette migration excessive, ce sont des migrants climatiques. Parce qu'en réalité, de plus en plus, quand les pluies deviennent rares, on n'arrive pas à faire une agriculture de subsistance. Naturellement, les campagnes se vident vers les villes. C'est peut-être ici maintenant qu'ils sont en train de les sentir. En Afrique noire, en tout cas au Mali, nous l'avons senti depuis bien longtemps. Comme à Bamako, le chômage grossit. Naturellement, les gens essaient d'aller vers d'autres pays de subsistance. C'est dans ce sens-là, les pays qui sont les plus faciles à atteindre deviennent les premières terres d'accueil. C'est pour cette raison, effectivement, le Maroc, en tout cas par rapport au Mali, subit de plein fouet la question. Aujourd'hui, votre collègue effectivement a raison. On dit comment faire la récupération au niveau des fleuves, comment faire que la mobilité soit plus fluide,
afin que les taux à effet de serre ne se projettent pour davantage polluer l'atmosphère. Bamako, effectivement, ne fait pas exception à la règle. La ville est divisée en deux, de gauche à droite, effectivement. L'urbanisation n'a pas la même taille. Le centre-ville est concentré au niveau de la rive gauche et au niveau de la rive droite, pratiquement, c'est une cité dortoir. Du matin au soir, il y a un engorgement terrible. De 8h à 10h, impossible pour la traversée du pont. Et généralement, les routes ne sont pas de très bonne qualité, ce qui fait qu'on a des véhicules 4x4 à des moteurs diesel qui fument beaucoup, polluant davantage la situation. Donc si on arrivait à avoir des routes de bonne qualité, c'est évident qu'on aura des petits véhicules, même si l'engorgement des routes n'est pas totalement maîtrisé, au moins la pollution de l'atmosphère pourra être amoindrie. Parallèlement, tout à l'heure, j'étais effectivement en train d'échanger avec M. le ministre dans le cadre de la résorption des quais au niveau des deux niveaux du fleuve pour voir concrètement comment avoir beaucoup plus de facilité en faisant des quais comme ceux que nous sommes en train de visiter à Bordeaux, au niveau de Bamako, afin que d'abord le fleuve, on puisse le draguer, réduire la largeur et faire en sorte que l'écologie, que nous puissions avoir une ville encore plus durable. On pourra créer des emplois, on pourra créer, il y aura des prestations pour les populations. Nécessairement, la migration dont il parle pourra être réduite au niveau même de Bamako, où les jeunes qui viennent effectivement de la campagne pourront être formés, même s'ils ne sont pas allés à l'école, à des métiers de la ville. Ils peuvent rester effectivement au fur et à mesure on résorbe. Donc c'est pour dire effectivement que les deux facteurs dont vous parlez sont très importants et pour conjurer les inondations et pour maîtriser les incendies. Est-ce que vous estimez par ailleurs que ces facteurs d'instabilité que sont les facteurs climatiques, que sont par ailleurs l'urbanisation galopante, vous décrivez une situation de congestion, est-ce qu'ils peuvent être facteurs d'instabilité politique et gêner aussi la conduite des affaires? Non, une urbanisation quand même, un taux de démographie non maîtrisé peut conduire à tout. Un taux peut conduire à tout. Parce que partout où il y a un taux de démographie galopant, il y a une urbanisation qui s'étale, qui n'est pas maîtrisée, il y a le désordre et l'anarchie qui peuvent s'installer. Et à ce niveau, le désordre peut amener à tout. Oui, oui. Alors je me tourne vers Monsieur le délégué général de la communauté urbaine de Douala. Alors Douala, vous allez nous le confirmer, mais dans le cadre général qu'on a décrit, la population a triplé depuis 1980. C'est un très grand port. On l'oublie peut-être, mais c'est le port du Tchad, c'est le port de la Centrafrique. C'est pour le coup, sur le plan du potentiel économique, c'est une place primordiale. Et en même temps, vous êtes vous aussi confronté à ces facteurs d'instabilité dont on vient de parler. De quelle façon ? Merci de me permettre de m'acquitter d'un devoir, celui de transmettre un salut fraternel des populations de la ville de Douala aux populations de Bordeaux et toute la métropole. C'est la première fois que je reviens à Bordeaux après l'avènement de la formalisation du partenariat entre nos deux villes. La ville de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Elle est la plus peuplée, 3 millions d'habitants, dont à peu près 10% de la population nationale. Et avec un taux entre 5 et 6% de croissance par an, en moyenne donc 100 000 à 120 000 nouvelles personnes que la ville doit héberger par an. Et ce phénomène
est en train de s'amplifier. Donc le premier déterminant, comme tout le monde l'a dit, c'est cette démographie galopante, c'est cette pression démographique. Sinon, les défis climatiques ont toujours été permanents dans la ville de Douala, de par sa nature même géoclimatique. En plein zone équatoriale, à Douala, ville qui est à peu près au même niveau que la mer, la pluviométrie a toujours été élevée. Et les problèmes d'inondation sont considérés comme le risque numéro 1 qui accompagne donc cette démographie galopante. Pourquoi? Parce que pour faire face aux inondations, nous avions des bassins de rétention, des zones marécageuses qui ont été pris d'assaut par les populations. Nous sommes irrigués aussi par un fleuve, le Vouri, et la plupart de ces eaux devaient s'écouler vers le Vouri. Donc 80% des exutoires ont été ainsi bouchés par des remblais, des populations qui cherchent des lopins de terrain, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. C'est pour cela que par rapport à ces défis, et par extension de la protection de l'environnement, puisque nous avions la chance que le fleuve est peuplé d'une végétation particulière, la mangrove, qui améliore l'écosystème. Et il se fait que ces populations utilisent donc ce bois pour faire le chauffage, pour la nourriture et autres. Donc nous sommes dans un cercle vicieux qui étouffe la ville. Pour réagir, donc, nous avons plusieurs pistes. D'abord, par rapport à la maîtrise de l'environnement d'une manière générale et sa protection, Douala a fini d'écrire en 2012 son agenda 21. Et pour ce qui est de la lutte contre les inondations, l'assainissement est notre première préoccupation. Il y a donc un vaste programme aidé par la coopération française de recalibrage, de bétonnage, de plusieurs kilomètres linéaires des drains primaires avec libération des exutoires pour limiter ces risques d'inondation. À côté de l'assainissement, nous avons l'hygiène et salubrité. Parce que quand les eaux stagnent, il y a un grand risque de maladie hydrique avec exacerbation de ce que nous avons comme maladies endémiques telles que le paludisme, mais des maladies hydriques, choléra et autres, que par notre action, combinée avec celle du ministère de la Santé, on a réduit quand même les risques d'épidémie à grande échelle dans la ville de Douala. La mobilité est aussi une des grandes préoccupations parce que la ville n'ayant pas beaucoup de capacité d'extension, parce que nous sommes à peu près entourés par l'eau, et la densification est aussi très importante, ce qui crée en permanence une occupation anarchique de tous les espaces, avec ses corollaires, désordres urbains et autres. Pour ce qui est donc de la mobilité, nous nous sommes inscrits au concours
Mobilize Your City. Et je suis heureux de révéler ici qu'avec l'appui de notre nouveau partenaire, Bordeaux, nous avons été parmi les rares villes qui ont été sélectionnées lors de la COP 22 au Maroc, c'est-à-dire la ville de Douala et la ville de Yaoundé. Merci, Monsieur le maire, Monsieur le Président, pour cet accompagnement. Et le partenariat formel entre nos deux villes ou nos deux métropoles a aussi pour principal axe la mobilité. En plus de cela, nous avons à peu près les mêmes configurations géoclimatiques ou bien géographiques, parce qu'on a un port fluvial. Les équipes de Douala et de Yaoundé sont donc en train de travailler pour nous aider à mieux utiliser le sol. Parce qu'au fait, c'est aussi un facteur très important, la maîtrise de l'occupation du sol, qui est compliquée aussi avec une politique foncière dont les magistrats municipaux ne maîtrisent pas toujours les contours, puisqu'il n'y a pas encore de décentralisation à notre niveau. Cela. Bref, le risque majeur, c'est les inondations. Vu que nous sommes dans une zone tropicale, risque de maladie, parce que si l'assainissement du milieu, l'hygiène n'est pas pris en compte, et les pollutions de tout genre, si nous ne maîtrisons pas la fluidité et les eaux et les hommes. Ouais. Alors on va revenir sur les enjeux, bien entendu, de prise en main des réponses, des actions, des stratégies, parce qu'il y a des collaborations, vous venez d'évoquer celle qui se noue avec Bordeaux, mais il y en a d'autres qui se nouent, on va en parler. D'abord, passez le micro à Alain Juppé, qui n'a pas encore pris la parole. Alain Juppé, donc la situation de Bordeaux est un peu différente. D'abord, vous avez sans doute des choses à dire sur ce que vous venez d'entendre, mais bon, Bordeaux n'est pas sur l'équateur, ni au sud du Sahara, ni à 1600 mètres d'altitude. Il n'y a pas encore les canaux, même si j'ai parlé de Venise tout à l'heure, pas les canaux de Saint-Pétersbourg. Vous êtes peut-être plus proche de la situation de Bilbao. Néanmoins, la question se pose peut-être aussi à Bordeaux, qui est comment ? Je voudrais tout d'abord remercier nos hôtes qui donnent à Agora toute sa dimension internationale, avec la présence du continent indien, de l'Amérique latine, de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb, de l'Europe. Merci à tous. Je voudrais aussi féliciter l'équipe d'Agora et tout particulièrement Michel Larucharlu. Je ne sais pas si vous avez visité en détail tout ce qui est montré dans ce hangar 14, mais si ce n'est pas encore le cas, je vous le conseille parce que c'est d'une exceptionnelle richesse. Si vous me le permettez, je voudrais faire, avant de parler de Bordeaux, deux remarques plus générales. D'abord, pour dire que j'adhère totalement à ce qui a été dit, notamment par le ministre Ibn Abdallah, sur l'enjeu que représente le développement de l'Afrique. Pour des tas de raisons, et pour une raison démographique en particulier, des chiffres ont été donnés. Les dernières prévisions de l'ONU à échéance de 2100 tournent autour de 4 milliards. Et un pays comme le Nigeria devrait atteindre au milieu du siècle les 450 millions d'habitants. Alors pendant ce temps, la population de l'Europe passera de 750 à 650. Donc si nous ne sommes pas capables d'accompagner le développement de l'Afrique en investissant, comme le fait le Maroc, comme le font d'autres, massivement, notamment par nos PME ou nos grandes entreprises en Afrique, nous ne maîtriserons pas les flux migratoires. C'est pas la peine de se raconter l'histoire. Même si on en avait l'intention, on ne ferait pas de mur sur l'Atlantique, sur la Méditerranée, pardon. C'est déjà difficile au Mexique, si j'ai bien compris. Donc c'est un enjeu tout à fait fondamental. Deuxième remarque générale, vous avez dit que les gouvernements avaient pris conscience de la nécessité d'agir, c'est vrai, la COP 21, la COP 22, etc., tout ce qui suit. Mais je voudrais insister sur le fait que ça se passe dans les villes. Nous sommes en première ligne. Pourquoi ? Parce que
les deux principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord les déplacements et les transports urbains, et ensuite c'est l'habitat et le logement. Et donc c'est à nous de prendre des initiatives dans ce domaine, et toutes nos villes développent des stratégies, des plans climat, des actions très coordonnées. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui a été dit. Alors j'en viens à Bordeaux. J'ai été frappé par quelque chose, c'est que le risque majeur dans les 3/4 de nos villes, c'est le même qu'à Bordeaux, c'est les inondations. Bordeaux est une ville d'eau. Je le dis de manière un peu provocante. Quand on parle de Bordeaux, on pense au vin. Ben non, il faut penser à l'eau. La ville s'est installée sur 2 affluents de la Garonne, le Pug et la Devèze, sur des marais qui n'ont été asséchés que progressivement. Et aujourd'hui, nous sommes pris en sandwich entre l'eau qui vient des Pyrénées et puis l'eau qui vient de la mer. Et si la montée des eaux continue à être ce qu'elle est, on nous prédit peut-être 1 mètre. À 1 mètre, on n'existe plus. Le point culminant de Bordeaux doit être à 110 mètres, le mont Judaïque. Donc vous voyez, nous sommes pris vraiment en sandwich, et le risque inondation est un risque que nous avons à gérer très, très méthodiquement. Alors qu'est-ce qu'on fait? 2 choses rapidement. D'abord, nous sommes en train de mettre en œuvre un plan de prévention du risque inondation. En France, on adore les sigles, ça s'appelle un PPRI. On va investir plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire des digues ou rénover celles qui existent, pour aménager des espaces d'expansion des eaux, pour entretenir tous les ouvrages qui permettent l'écoulement des eaux lorsqu'elle a pénétré sur certains espaces. Il faut savoir que 30% du territoire de la métropole de Bordeaux sont inondables. Et la deuxième réponse, c'est qu'on construit autrement. On est en train de réinventer la construction sur pilotis. Dans un quartier comme Brazza, qui est de l'autre côté du pont Chaban, nous allons développer des constructions avec parfois des parkings au rez-de-chaussée, en se disant que les voitures, on peut les enlever, ou carrément des constructions sur pilotis. Donc voilà sur ce premier risque qui est important. Je voudrais évoquer un deuxième risque, ou en tout cas une deuxième adaptation devant laquelle nous sommes dès aujourd'hui. C'est évidemment le réchauffement climatique et l'impact que ça a sur certaines de nos activités majeures, agricoles ou viticoles, et la viticulture. Donc nos viticulteurs sont déjà en train d'anticiper les conséquences du réchauffement climatique en changeant leur méthode culturale, d'abord en abandonnant les pesticides et les produits phytosanitaires, il y a encore du chemin à faire, en réfléchissant à changer les cépages qui sont implantés sur le vignoble bordelais, en développant la biodynamie ou les cultures biologiques. Vous voyez, on est déjà dans ce secteur d'activité qui est majeur pour notre département, même pour notre ville, puisqu'il y a des vignobles sur le territoire de la métropole, Aubryon est sur le territoire de Bordeaux Métropole et quelques autres. Donc il y a déjà des changements majeurs dans ce domaine. Voilà 2 domaines dans lesquels nous avons déjà commencé à réagir, et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur l'habitat et sur la mobilité. Je peux prolonger sur le végétal peut-être, parce que un représentant de la Chambre d'agriculture et de viticulture de Gironde, en effet, il y a les 2 dans le titre, on dit bien les choses, hier en effet parlait de ce début de conversion agricole. Mais en même temps, tous les intervenants de cette table ronde soulignaient l'importance du maintien et du développement des végétales comme facteur de stockage du carbone. Il y a du CO2 dans l'air, mais quand on stocke du carbone, on libère de l'oxygène et on stocke la petite part de carbone qui est dans le CO2, qui est beaucoup plus légère. 2 éléments de réponse là-dessus. Je suis tout à fait de cet avis. Premièrement, il faut savoir que 50% du territoire de Bordeaux Métropole, qui n'est pas une ville immense, pardon, on est tout petit par rapport à certaines villes présentes ici, c'est 750 000 habitants, mais la moitié de notre territoire est un territoire naturel. C'est des espaces inondables, c'est de la viticulture, c'est de l'agriculture, c'est de la forêt, et donc dans les documents d'urbanisme que nous avons adoptés, nous avons la ferme intention de préserver cet équilibre, 50% nature, 50% bâti. C'est le premier point sur cela. Et deuxièmement, nous essayons de développer la nature dans la ville. De plus en plus, l'agriculture urbaine. Vous avez sur les quais de Bordeaux, là, en venant ici, vous l'avez vu, plusieurs centaines de pieds de tomates. Voilà, on va essayer de développer tout ça. Donc, dernier exemple, vous parliez des puits de carbone. C'est très intéressant. C'est tenu à Bordeaux la semaine dernière un premier congrès international convoqué par nos amis japonais, canadiens, québécois et
l'Institut français du bois et de l'aménagement sur la construction à ossature de bois de moyenne et grande altitude, si je puis dire. Pourquoi? Parce que le bois stocke le carbone. Et donc, il a des qualités, évidemment. D'abord, il est renouvelable dans les forêts qui sont proches de chez nous, et il a cet effet de stockage du carbone. Et donc, nous avons dans le quartier près de la gare qui est en train de se développer les 3 premières tours. À Bordeaux, une tour, c'est pas haut, c'est pas Abu Dhabi. Les 3 premières tours à ossature bois qui feront une 20aine d'étages chacune. Alors, Philippe, j'ai l'impression que au fil du débat, il se dégage en tout cas dans cette première phase, première étape, le fait que l'attitude que vous adoptez tous, madame, messieurs, vis-à-vis de l'urgence climatique, c'est une réponse globale qui dépasse, il y a bien entendu la réponse obligatoire à l'urgence quand il y a un risque d'inondation, peut-être même vis-à-vis des populations, on peut parler des actions qui sont faites pour prévenir les populations et les accompagner, mais également vous agissez tous, me semble-t-il, sur les causes. C'est-à-dire sur la consommation d'énergie qui va avoir tendance à devenir renouvelable et non plus fossile. Et puis, Alain Juppé l'a dit, et vous tous, Philippe, tu l'as souligné, sur la question des flux et des mobilités, qui est un facteur d'aggravation. Monsieur Sangaré le disait tout à l'heure à propos de Bamako, la pollution, du diesel de mauvaise qualité, etc., etc. Oui, moi, il y a une question que j'aimerais poser à Monsieur le ministre du Maroc, parce que c'est une question presque simple, mais quand vous évoquez justement la pression migratoire et vos travaux, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes capable de gagner cette course? C'est-à-dire que est-ce que au jour le jour, est-ce que la pression migratoire n'est pas en train d'annuler sans cesse vos travaux justement de réflexion, d'aménagement urbain, de développement de l'espace végétal, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire front encore? Vous savez, nous n'avons pas beaucoup le choix. Oui. On ne peut pas répondre à votre question en estimant que nous devons baisser les bras et regarder ce qui se passe sans réagir. Je crois qu'aujourd'hui, pour un continent comme l'Afrique en particulier, pour un pays qui se situe à mi-chemin en termes de développement, comme le Maroc, il faut aussi ne pas oublier de gagner la bataille du développement. Et parfois, c'est une contradiction flagrante avec les enjeux liés à la préservation de l'environnement. Vous le savez. Nous sommes vraiment dans un casse-tête dont il est difficile de sortir. N'oublions pas que lorsque Monsieur le maire vous parle de Bamako, je reviens de Conakry où nous avons un projet dans le cadre de la coopération pour partiellement refaire la ville de Conakry, enfin essayer de lui donner les attributs d'une ville avec une vraie voirie, avec de l'assainissement, avec de l'éclairage public. On est loin des projets de rénovation urbaine ou autre, on est vraiment dans un début de processus. Eh bien, la première bataille à gagner, c'est celle du revenu. C'est celle de faire que les populations puissent être stables, puissent ensuite loger décemment, puissent ensuite avoir accès à des services publics, si tant est que ces services publics existent, qu'il s'agisse de santé ou de services divers. Donc il s'agit de gagner cette bataille. Pour ce qui nous concerne, je pense que nous avons réussi partiellement, en tout cas, à inverser la tendance. Souvent, nous sommes face à des situations où, bien sûr, il y a débat au Maroc, par exemple, sur la question du logement. Nous avons construit quelque chose comme 500 000 logements sociaux en l'espace de 5-6 ans, depuis que nous avons introduit notamment un système d'exonération fiscale en la matière. Alors bien sûr, on est accusé de créer de nouveaux ghettos, c'est un débat que vous connaissez dans un certain nombre de villes françaises, mais souvent je réponds à ces gens-là en leur disant, écoutez, c'est très simple, soit nous faisons cet effort et nous inversons la tendance, soit tout simplement nous allons nous retrouver dans un certain nombre d'expériences qui existent notamment en Amérique latine ou ailleurs, en Asie, et là ce sont des villes comme Casablanca ou autres qui sont entourées par des dizaines de kilomètres de bidonvilles et d'habitats insalubres.
Donc nous n'avons pas beaucoup le choix, surtout avec les moyens dont nous disposons. Maintenant, le fait de faire cela pose de nouveaux défis du point de vue justement climatique et du point de vue environnemental. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous faisons en sorte que nous puissions faire cela en introduisant de nouvelles normes, de nouveaux règlements généraux de construction, pour faire en sorte que les questions d'efficience énergétique puissent être présentes, pour faire en sorte que nous puissions avoir des cartes d'aptitude à l'urbanisation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe un peu partout et nous travaillons beaucoup sur cela. Mais j'aimerais aussi rebondir sur les travaux de coopération que nous avons aujourd'hui avec l'Afrique et dans le cadre de la solidarité africaine. Quand nous travaillons dans un certain nombre de pays africains, vous savez, il y a beaucoup de défis à relever. Il y a d'abord le fait que la situation foncière de ces pays n'est pas celle que nous connaissons dans nos pays. On parlait d'urbanisme, M. Alain Juppé parlait d'urbanisme. Les plans d'urbanisme, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est une vraie difficulté. Nous sommes dans la gestion de territoires qui ne correspondent à strictement rien. Et à partir de là, lorsque vous intervenez, vous devez d'abord régler ces questions-là. C'est pour ça que je vous dis, au Maroc, nous sommes dans une situation intermédiaire, parce que nous avons pas mal avancé de ce côté. Et toute la question, je reviens pour le dire, toute la question est de savoir comment accélérer le processus de croissance, régler autant que faire se peut les questions de la répartition des richesses, et ensuite s'occuper également de toutes les questions inhérentes à l'environnement et à la préservation des critères liés à cela. Pour poursuivre sur ce que vous venez de dire, je voulais poser la question justement à Madame Kanounikova. Je voulais vous demander justement, vous qui êtes d'un pays qui a connu une longue période de planification, puis depuis 20 ans, au contraire une extraordinaire libéralisation du foncier, du marché. Est-ce que la situation juridique, disons, vous permet d'agir, d'avoir une vision globale du développement de la ville? Est-ce que vous avez les outils utiles pour faire ça? Et au-delà même, est-ce que la ville de Saint-Pétersbourg peut être considérée comme un exemple en Russie pour d'autres villes? Ну, во-первых, я хочу сказать, что в России во всех городах действует законодательство, которое относится не только к муниципальным блокам, но и к частной собственности, поэтому особых, как я знаю, проблем в России нет. Но, по крайней мере, в Санкт-Петербурге это точно. Все это законодательство, которое мы разрабатываем в рамках благоустройства городов, экологии и развития, это прежде всего разработка генерального плана. И вот сейчас как раз наш комитет занимается разработкой этого генерального плана до 2025 года, где четко определены все вопросы развития не только транспорта. Это я вот сейчас слушаю многих коллег здесь и даже немножко им сочувствую, потому что это прежде всего, если не сделать то планирование, которое необходимо для развития города, конечно, очень сложно потом решать эти проблемы, когда они уже возникают в ходе жизни. Это прежде всего вынос транспорта транзитного, особенно раньше у нас все проходило через центр города, так как вы знаете, у нас город находится на заливе, и у нас формы подковы имеет город, поэтому для нас очень важно было все-таки создать систему транзита. И мы построили тоннели, это через Кронштадт, мы построили скоростную магистраль вдоль залива, и основные потоки транспорта ушли из центральной части, и можно попасть с северной части в южную часть города, минуя основную центральную часть, собственно, которая находится в зоне ЮНЕСКО. Плюс еще, конечно, мы занимаемся очень много укреплением береговых территорий, так как у нас очень много островов, как я сказала, и береговая часть для нас очень важна в рамках не только движения воды, да, но и в то же время и создания того исторического блока, который, в общем-то, для нас очень важен, и как традиция, дань тех основных береговых линий, она для нас очень важна. Как раз сегодня я буду об этом говорить. У нас есть так называемый ландшафтный сценарий города, который основан как раз на том сценарии, который был заложен когда-то Петром Первым в рамках развития города. Это были, наверное, единственный наш город, который с первого дня
уже развивался в рамках генерального плана, и вот это планировочные каркасы, планировочные все идеи, которые были заложены, они, в общем-то, на сегодняшний день очень активно дальше развиваются, и я считаю, что это самый, наверное, один из лучших примеров, как надо правильно развивать город с первого дня и вот в последующие годы. Что касается у нас инженерных блоков, они также все подвержены жесткому законодательству. Это для всех городов России. И я сегодня не знаю таких городов, где на сегодняшний день стоит проблема в рамках инженерии. Вся сегодня система, по крайней мере, Санкт-Петербурга, она идет жесткую очистку. И тех промышленных территорий, которые у нас раньше были в центральной части города и создавали нам проблему, сейчас мы выносим из центра города. И мы сейчас вот как раз вот гуляли по набережной Бордо. Хочу сделать комплимент мэру. Замечательная реконструкция береговой линии. То, что сегодня мы увидели, это достойный пример, как, собственно, сегодня мы могли бы развивать зону нашего обводного канала, где у нас как раз промзона, которой сейчас мы как раз занимаемся, и реконструкцией в больших объемах. Поэтому законодательство не только в рамках развития генплана, а генплан является основным базовым документом, на основании которого идет бюджетное финансирование. Развиваются инвестпроекты, развиваются частные территории, и это обязательное требование для Санкт-Петербурга. Поэтому мы, как правительство города, это жестко отслеживаем, потому что на сегодняшний день для нас уже были некоторые примеры, когда инвесторы пытались решать свои вопросы, извините, просто немножко просуженная, в рамках тех или иных своих проблем, но потом все-таки поняли, лучше жить по закону, чем платить потом штрафы. Поэтому, слава богу, у нас нет проблем с законодательством в рамках развития территории. Merci. Je voulais poser une question à Monsieur le maire de Bilbao. Le monde entier est venu à Bilbao voir ce que vous aviez fait. Est-ce que vous-même, en retour, vous tirez des enseignements, par exemple, vous pourriez tirer des enseignements de ce que vous entendez ici? Parce que, visiblement, de nombreuses villes sont confrontées, on l'a vu, à la même question de la montée des eaux des fleuves, etc. Est-ce que vous-même, vous êtes, par exemple, est-ce qu'il existe une coopération de villes réfléchissant ensemble sur la question de gestion des fleuves? Est-ce que vous participez à ce genre de choses? Non, je crois qu'il faut pousser vers le haut. Bueno, yo creo que hay varias claves, ¿no?, para abordar esta cuestión. La de la colaboración entre las ciudades es muy importante. De hecho, una de las cuestiones que estamos haciendo aquí es precisamente poner en común diversos aspectos de cada uno de los ámbitos que representamos quienes aquí estamos, y seguro que después, en cuanto termine este debate, esta reunión, cada uno vamos a tener alguna idea nueva que antes no teníamos, ¿no? Yo uno de mis objetivos viniendo también aquí era incidir, ¿no?, en una colaboración que es ya histórica de hace muchos años con Burdeos, ¿no?, como dos ciudades que tienen planteamientos muy similares, que han vivido procesos muy similares y que incluso hoy hemos visto también que de cara a los retos y a los riesgos de futuros hay también riesgos similares, ¿no? Por eso creo que la colaboración es un ámbito muy importante. La colaboración puede ser de carácter bilateral, como la que acabo de plantear ahora, o puede ser una colaboración que se establezca, por ejemplo, en proyectos europeos o en proyectos que abarquen al conjunto de la población. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos inmersos en dos proyectos de esta naturaleza que tienen que ver con la forma de abordar las consecuencias del cambio climático. Estamos participando en el proyecto RESIN con diversas ciudades europeas, con París, con Manchester. Estamos participando también en el proyecto Ramsés con diversas ciudades del mundo. No sé si, no quiero equivocarme, pero creo que está San Petersburgo, creo que está Bogotá también, y son proyectos en los que lo que queremos es compartir el conocimiento, compartir la problemática y ver cómo podemos adaptarnos y mitigar esas consecuencias del cambio climático
climático. En concreto, en nuestro caso, nos planteamos el que esto pueda ser tener ideas concretas para el 2018, ideas nuevas para el 2018. Pero no me gustaría dejar de escapar esta oportunidad para incidir en algo que yo creo que se ha planteado por diversos de quienes me acompañan en esta reunión, ¿no? Que es el ámbito de la planificación, ¿no? Yo creo que una de las claves más importantes es la de la planificación y un trabajo sostenido en el tiempo que tenga en cuenta la perspectiva a corto, a medio y a largo plazo. Sé que planificar hoy día es muy difícil porque los cambios se producen a excesiva velocidad, las variables son casi multifactoriales y a una velocidad enorme, y lo que habíamos pensado para los próximos 5 años quizá dentro de 2 años no nos sirva porque tenemos que adaptarnos nuevamente a esas nuevas situaciones. Pero la planificación en ese sentido me parece una herramienta importante. Y nosotros desde Bilbao pongo la experiencia de que ya en el 2009 creamos una oficina para el cambio climático, que en este año 2017 será una oficina virtual con una triple función. Por un lado, buscar un asesoramiento estratégico para cómo afrontar el cambio climático. Por otro lado, sensibilizar, algo que me parece muy importante dentro del aspecto de la colaboración. A las ciudades nos corresponde seguramente el liderazgo institucional, pero es muy importante también que exista un compromiso de las empresas, de las familias, del ámbito educativo. Muy importante que niños y niñas desde el principio pues tengan esta cuestión como una cuestión prioritaria también de su formación, y la realización de estudios que nos ayuden también a resolver las consecuencias del cambio climático. También un planteamiento en nuestro caso para el 2020, un plan de actuación para las energías, para una actuación de energía sostenible, donde estamos abordando 6 aspectos que son primordiales para la lucha contra el cambio climático, como son la movilidad sostenible, como son la eficiencia energética, las energías renovables, los residuos, el agua y el medio natural, ¿no? Y finalmente en estos momentos estamos con un nuevo plan general de ordenación urbana, donde estamos viendo cuáles son los aspectos del cambio climático que más nos afectan. Quiero incidir 3 simplemente para enumerarlos, como es la lucha contra la denominada isla